9h, 10h. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Bonjour, bon week-end. Il y a eu beaucoup de réactions face à l'idée du président de la République de labellisation des médias, mais l'un de ceux qui a le mieux posé le problème, c'est le philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Il est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite le sociologue Julien Damon, l'auteur des Batailles de la natalité, car la Cour des comptes a rendu un rapport explosif sur les conséquences économiques de la dénatalité en France. Et l'on terminera l'émission avec la politologue Virginie Martin, spécialiste des séries télé. Elle remarque que la drogue y est omniprésente, le trafic de drogue aussi, et toujours présenté sous un jour favorable, bien loin des discours de nos politiques. Pierre-Henri Tavoyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur entre autres de Comment gouverner un peuple roi ou de Voulons-nous encore vivre ensemble chez Odile Jacob. On a beaucoup glosé sur l'idée défendue par Emmanuel Macron à plusieurs reprises d'un label pour l'info, d'une labellisation des médias et qui serait confiée aux journalistes eux-mêmes. Vous avez été parmi les premiers à réagir, c'était dans le Figaro. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de réagir aussi vite d'ailleurs ? En fait, c'est un sujet sur lequel j'avais pas mal travaillé, à vrai dire. J'avais fait même travailler mes étudiants en master à la Sorbonne de philosophie politique sur la Journalism Trust Initiative, qui était cette certification proposée par Reporters sans frontières sur justement la labellisation des médias. Pourquoi ? Parce que ça me paraissait effectivement une idée intéressante. En tout cas, en termes de réflexion, cette idée, dans un contexte où les fake news se démultiplient, où il y a une information dérégulée, où il y a effectivement on sent que notre espace public démocratique est ouvert aux quatre vents et que notre loi très belle, magnifique de 1881 sur la liberté de la presse, qui est une loi aussi qui régule et qui donne des règles, évidemment dans un contexte de mondialisation, était un peu prise à défaut. Voilà, donc j'avais beaucoup travaillé sur cette certification et l'idée en effet est intéressante, mais il faut immédiatement préciser que s'il ne s'agit pas d'une certification qui porte sur les contenus, mais qui porte sur les conditions dans lesquelles l'information est produite. Donc il s'agit voilà que les médias déclarent une forme d'indépendance éditoriale, une publicité d'un modèle économique, une déontologie journalistique, enfin voilà qu'il y a cette dimension-là. Et puis cette labellisation, ou plus exactement cette certification, est assortie d'un partenariat avec, c'était ça l'idée initiale, avec des plateformes comme Google, qui s'engageait à promouvoir en quelque sorte les médias qui respectaient ces règles qu'ils s'étaient données à eux-mêmes, donc en les mettant en visibilité sur les réseaux sociaux qu'ils promouvaient, et par ailleurs en favorisant la publicité, c'est-à-dire le financement de ces médias labellisés. Voilà, donc c'était ça l'idée, et je trouvais que c'était une idée intéressante. Je dois dire que depuis, j'ai eu quelques doutes par rapport à cette idée. Pourquoi d'ailleurs le président de la République agite-t-il une idée pareille qui ne peut que provoquer des réactions hostiles ? C'est d'ailleurs très étonnant parce que ce label, il existe. C'est ça le point, il existe. Et j'allais dire, il existe bien mieux sans le président Macron. Parce que, effectivement, c'est une bonne partie des médias, notamment télé, pas tellement journaux, mais télé et radio, se sont engagés dans un processus de certification de ce type. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça veut dire que ces journaux, ces médias, considéraient que rentrer dans ce processus de certification, c'était aussi un moyen de réfléchir sur leur propre pratique. Ça, c'est pas du tout idiot de se dire, tiens, au fond, est-ce qu'on respecte bien nos principes? Parce que les médias sont pris dans le flux perpétuel, dans l'urgence continue. Donc, c'est vrai d'avoir cette certification, c'est une sorte de moment d'autoréflexion. Donc, c'est pas du tout absurde. Simplement, effectivement, un label, une certification, ça doit être absolument impartial. C'est-à-dire vraiment, il faut que les conditions d'impartialité soient réunies. Et là, patatras, d'une part, Reporters sans frontières, qui est à l'origine de ce label, disons, n'a pas fait totalement la preuve de son impartialité. Voilà, il y a eu des petits moments si je puis dire, de dérive idéologique. Et puis le président Macron, par définition, ne doit pas effectivement apparaître sur cette question, parce que c'est un label des professionnels. Alors il peut aider, insister,
mais pas tout seul, parce qu'immédiatement, le soupçon de propagande apparaît. C'est ce qui est arrivé inévitablement ministère de la Vérité. Alors tout ça est un peu injuste à certains égards, mais oui, à partir du moment où il y a une parole politique qui dit je vais faire un label, on peut pas s'empêcher de penser que ça va être effectivement partial. Et d'ailleurs, il a ciblé immédiatement, dans la foulée, eh bien les chaînes de Bolloré comme étant l'adversaire. Donc voilà, le truc était vraiment totalement absurde de ce point de vue-là. Ça pose également une question clé, c'est qu'est-ce que la vérité de l'information et sur quoi pourraient s'entendre des professionnels de la presse pour dire que tel média respecte la vérité et pas l'autre. Le problème, c'est que la vérité scientifique peut être prouvée, mais pas la vérité d'une information. Absolument, il ne faut pas voir la vérité, il faut donner les conditions de possibilité du débat. C'est ça ce sur quoi on peut réfléchir, c'est-à-dire est-ce que les conditions de possibilité du débat sont présentées. Donc le but de la vérité ou de la neutralité, c'est une question magnifique philosophique et je suis bien placé pour en parler, mais c'est une question qu'on est très loin d'avoir résolue. Le vrai défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait bien distingué, et ça fait partie de la déontologie de base du journaliste, la dimension d'information et la dimension d'opinion. Dimension d'information, ça veut dire qu'on s'assure que effectivement les faits sont présentés de la manière la plus objective possible, mais surtout en mettant en place les arguments contradictoires, les interprétations contradictoires. La vérité, c'est pas une interprétation, c'est essayer de voir quelles sont les manières de voir le réel, en quelque sorte, et de les confronter dans de la manière la plus probe et la plus honnête possible, en leur donnant à chaque fois les maximum de force de conviction. Et puis après, une fois que ça a été établi, l'opinion peut sortir, peut arriver. Et les lignes éditoriales d'un journal de droite, d'un journal de gauche peuvent s'exprimer tout à fait légitimement. Mais il faut que cette dualité de la tâche, on restitue le réel et ensuite on donne son avis, soit bien distinguée. C'est ça le grand défi. Mais pour ça, aucun label ne parviendra à vérifier ce point. Il faut que ce soit le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur qui soit en quelque sorte incorpore son propre label en la matière. Oui, la vérité de l'information, c'est par exemple que le président de la République s'est rendu cette semaine en voyage officiel en Chine. Point final. Voilà. Tout ce qui peut concerner ce voyage est sujet à caution, à interprétation, et c'est à cela que doivent s'atteler les journalistes. Ce qu'en a dit M. Macron, ce qu'en ont dit les Chinois, ce qui s'est vraiment dit lors de ce voyage, ce qui a été compris de part et d'autre, les accords commerciaux qui ont été signés ou pas, ce qu'il restera de ce voyage, ce qu'il signifie et l'importance historique qu'il aura ou qu'il n'aura pas. Et vous ne trouverez pas deux journalistes pour tomber d'accord. Et peut-être même que dans 50 ans, les historiens en discuteront encore, comme de Yalta ou du traité de Vienne. Exactement, c'est ce point-là. Donc, attendez, je vous interromps tout de suite, pardon, Pierre-Henri Tavoyot. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après, pardonnez-moi. Nous sommes toujours avec le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, qui a été l'un des premiers à réagir dans le Figaro en début de semaine à l'idée d'Emmanuel Macron de labellisation des médias. Le problème, c'est que les médias, vous l'avez dit, sont déjà labellisés. On ne peut pas comme ça devenir un média. Et l'autre problème, c'est que l'idée du président de la République, c'est tout ce qu'elle implique, que la vérité donc doit être certifiée par une autorité, quelle qu'elle soit, que le débat donc est tronqué, que la liberté de l'information est devenue un problème, que la liberté d'expression de vos adversaires n'est plus tolérable. Et tout ça, c'est le président de la République qui le dit ou qui le sous-entend. Oui, alors il faut pas, sur le plan du diagnostic, je pense qu'on est quand même dans une situation aujourd'hui dont il faut pas négliger la gravité. C'est-à-dire que les démocraties reposent sur l'idée d'un espace public ouvert, équitable, parce qu'on a besoin de l'opinion publique pour que, entre deux élections, cette démocratie vive. En 1850, avant que la République arrive, il y avait déjà une presse extrêmement dérégulée et qui partait dans tous les sens. Les illusions perdues de Balzac raconte ça merveilleusement bien, et la solution a été trouvée par la loi de 1881 qui à la fois affirme la liberté de la presse et en même temps pose des règles du jeu, notamment la règle principale qui est de dire il y a un responsable, il y a un contenu, il y a un écrit, il y a quelqu'un qui est responsable, il y a quelqu'un à qui on peut imputer
et éventuellement condamner des fausses informations, des diffamations, etc. Dans le contexte de la numérisation et d'un espace public numérique, il n'y a plus de responsable. C'est ça la grande difficulté. Donc on peut balancer des choses sans aucune difficulté et personne ne sera jamais condamné. Il n'y aura pas à porter atteinte. Et on sait aujourd'hui que la diffusion des fake news est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable que la diffusion de cette méthode extrêmement respectueuse. Voilà, on présente les argumentations concurrentes, on présente les données, les informations, le contexte, et puis ensuite on donne son opinion. Donc c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide à cette ère. Donc il ne faut pas négliger effectivement cette dimension des difficultés, avec en plus 2 points supplémentaires. C'est que, cet espace ouvert aux 4 vents donne la place à nos ennemis, c'est-à-dire aux armes de déstabilisation massive qui viennent de l'extérieur, et vous voyez à peu près à qui je peux penser, pour intervenir dans notre espace public démocratique, non pas forcément en faisant faire en sorte que tel ou tel gagne des élections, mais en faisant en sorte que les électeurs eux-mêmes perdent confiance dans leur système électoral notamment et dans leur espace public. Ils ne savent plus où, ce qui est tangible et ce qui ne l'est pas. Et deuxièmement, ça donne aussi le pouvoir à ce qu'on peut appeler des minorités actives, qui sont minoritaires dans les urnes, mais qui peuvent devenir majoritaires dans les ondes, ou sur les ondes, ou en ligne, avec une logique de coup d'éclat permanent. Et donc ça, c'est un facteur de déstabilisation de la démocratie qu'il ne faut pas du tout négliger. Mais effectivement, la réponse autoritariste ou la réponse par le gouvernement, par le ministre de la Vérité, n'est pas la bonne. Mais ne négligeons pas cette dimension. Mais on n'arrête pas d'affirmer des choses sans donner de preuves. Le président de la République le fait, le gouvernement aussi, les journalistes aussi. Et le problème, qui va décider de ce qui est vrai ou pas. Vous vous souvenez, en 2020, l'année du Covid, c'était le pangolin qui était tenu pour responsable de l'épidémie. Quiconque osait dire qu'il pouvait s'agir d'un accident de laboratoire était considéré comme un complotiste et se serait vu retirer son label de média. Absolument. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La thèse du pangolin est totalement réfutée. C'est la thèse de l'accident de laboratoire qui a le vent en poupe. Et je ne sais pas ce qu'il en sera demain. C'est pour ça qu'un label sur le contenu n'a aucun sens. C'est vraiment juste, le label concerne les conditions de l'information, c'est-à-dire effectivement quel est le modèle économique, etc. Et par ailleurs, la recherche de la preuve est en effet impossible. C'est pas la recherche de la preuve, même d'ailleurs en science. D'ailleurs, on sait très bien que la vérité scientifique n'est pas la vérité de prouver. On peut jamais totalement démontrer quelque chose. La vérité scientifique, c'est le fait de s'exposer à la réfutation. La vérité scientifique, c'est le fait de pouvoir dire, voilà, je dis ça, maintenant allez-y, critiquez-moi. C'est l'exposition à la critique qui constitue la clé du débat, et du débat démocratique aussi, c'est-à-dire l'idée que on laisse la place à la réfutation, on laisse la place à la critique. C'est ça vraiment le critère, à mon avis, le plus valide, le plus robuste, comme on dit en science, de la recherche de la vérité. C'est cette ouverture à la possibilité d'être réfuté, cette acceptation de la critique, tout simplement. C'est ça, c'est d'intégrer la critique dans son raisonnement. C'est ça la clé. Et c'est vrai que on le voit, par exemple, le discours complotiste. Le discours complotiste est un discours qui, de ce point de vue-là, fonctionne en s'immunisant contre la critique. C'est-à-dire que le discours complotiste, quand on le définit de manière rigoureuse, c'est l'idée de dire moins il y a de preuves, plus ça prouve que le complot est puissant. Et si vous discutez avec un complotiste, dans un premier cas, il va vous considérer comme naïf, et puis si vous incitez lourdement à lui objecter, vous deviendrez le complice. Donc les critiques deviennent des confirmations de la preuve. C'est ça, c'est cette structure-là qu'il faut essayer de contourner par l'exposition et l'ouverture à la critique. Merci Pierre-Henri Tavoyot. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Vous étiez venu en parler dans cette émission. Voulons-nous encore vivre ensemble? C'est paru chez Odile Jacob. On fait une pause et l'on retrouve Julien Damon, l'auteur des Batailles de la natalité.